Je me présente, Philippe Toison, il en faut malheureusement un, donc ça y est, c'est moi, il y a un avocat. Je suis là pour peut-être vous donner un témoignage de mon activité, puisque ça fait à peu près 25 ans que je traite de risques professionnels, de risques chimiques, mais pas seulement, et que je représente principalement des employeurs, devant des inspecteurs du travail, devant des CRA, mais surtout devant des juridictions, que ce soit au civil ou au pénal. Depuis ce matin, vous rentrez dans beaucoup de sophistication, vous allez dans des concepts pointus, où il faut de grandes compétences chimiques. Vous avez un outil qui est merveilleux qui vous permet d'y aller. Et moi, je vais rester sur des notions excessivement simples, puisque mon boulot d'avocat, qui n'y connaît rien à la chimie, encore moins à l'informatique, c'est d'expliquer à des magistrats des choses qu'ils comprennent encore moins bien que moi, ce qui est quand même d'une certaine exigence. En réalité, le droit des risques chimiques, pour être un peu provocateur, s'arrête sur un mot. Ce mot, c'est exposition à un produit. Quand un magistrat a compris ou intégré qu'une personne a été exposée, il pense qu'il a fait l'intégralité du chemin et que maintenant le dossier va être facile pour lui puisqu'il y a eu une exposition, elle est nécessairement à l'origine d'une pathologie et il n'a plus qu'à condamner. D'où une importance primordiale, qu'est-ce que c'est qu'une exposition ? Alors, je ne vais pas vous citer énormément de textes, mais je vais partir d'un texte important, d'un document important, qui est le dictionnaire Larousse. Le dictionnaire Larousse, il donne 2 définitions du mot exposition. La première de ces définitions, c'est l'action de mettre en vue, d'être montré ou d'être présenté. Les 2 magnifiques tableaux que nous avons ici sont exposés. Nous sommes en présence de ces tableaux. Et ça justifie le mot exposition. Est-ce qu'ils présentent un risque particulier pour nous ? Pas forcément, mais ils sont exposés. La deuxième définition qu'on trouve dans le dictionnaire Larousse, c'est l'état de quelqu'un, de quelque chose, qui est soumis à l'influence, à l'action de quelque chose. Et ça, de façon sous-jacente, apparaît la notion qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que au mot exposition est associé le mot risque. Et là, on commence à voir ce qui peut intéresser les juristes. Le fait d'avoir été exposé, c'est d'avoir été exposé à un risque. Alors, je vous ai cité le Larousse, il y a quand même dans le Code du travail, qui est le seul texte réellement applicable, une ébauche. L'ébauche, c'est qu'on donne la définition non pas de l'exposition, vous ne la trouverez à personne, mais on donne la définition de la valeur limite d'exposition. Et vous avez dans le Code du travail un article R4412-4 qui dit « Valeur limite d'exposition professionnelle, sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps, de la concentration d'un agent chimique dangereux dans l'air, de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée. » On donne une valeur limite, c'est la définition la plus à jour, c'est celle du Code du travail, et la seule exposition qui est envisagée dans ce texte, la seule, c'est l'inhalation. Ça vous montre à quel point il y a un décalage important entre le droit et la réalité que vous connaissez tous les jours, puisque les expositions cutanées, ça existe, l'ingestion, ça existe, et ça pose aussi des problèmes. La seule chose que connaît le Code du travail, c'est l'inhalation. Et pour définir l'exposition, on définit simplement valeur limite. Alors, comme moi je suis juriste et que je m'intéresse au risque de condamnation,
cette limite, cette valeur limite d'exposition, à quoi correspond-elle? Est-ce qu'elle correspond à un risque avéré, à un risque probable, à un risque possible, à un principe de précaution? Le texte ne le dit pas. Il définit simplement ce qu'est un risque. Le texte dit qu'un risque, c'est la probabilité que le potentiel de nuisance soit atteint dans des conditions d'utilisation et ou d'exposition. On revient au mot exposition, mais on ne sait toujours pas ce qu'il veut dire. Alors, je vais illustrer mon propos par un des seuls produits sur lequel on a malheureusement du recul, qui est l'amiante, puisque l'amiante, pour nous les avocats, je vais être d'un cynisme absolu, c'est le meilleur des produits, puisque encore aujourd'hui, on a eu des chiffres il y a quelques jours, 80% des cancers professionnels déclarés il y a 2 ans, on a eu les chiffres la semaine dernière, sont encore liés à l'amiante. Et l'amiante est intéressant pour comprendre ce qu'on n'arrive pas, nous, à faire comprendre à des magistrats, c'est que une fois que vous avez été exposé, c'est-à-dire en présence d'un produit, en fonction de ce produit, la dosimétrie, c'est-à-dire la dose et la durée pendant laquelle vous allez être exposé, est une notion totalement fondamentale. Les magistrats n'arrivent absolument pas à conceptualiser ça. Et on expose à des magistrats que si il y a une valeur, une VLEP, une valeur limite d'exposition professionnelle, c'est qu'a priori, et que certaines sont indicatives, d'autres sont impératives, si on dit de façon brutale à un employeur, tu dois respecter telle valeur limite d'exposition. Cet employeur, normalement, logiquement, comprend qu'il peut t'exposer à une valeur moindre. Ça serait infiniment trop simple. Un des seuls textes qu'on a, c'est la circulaire de 2006 sur les CMR, qui redonne une définition de l'exposition qui n'en est pas une, qui parle encore que de voies respiratoires et qui ne parle ni du cutané ni de l'ingestion, et qui nous dit « Il convient de préciser que le respect de la valeur limite d'exposition professionnelle ou d'une fraction de la VLEP pour un travailleur ne signifie pas une absence d'exposition de ce travailleur. Le travailleur doit être considéré comme exposé. » J'ai eu le cas très concrètement d'entreprises qui, à l'époque sur l'amiante, de façon volontaire, décident de systématiquement respecter un seuil de 20% de la VLEP, en se disant « je suis plus royaliste que le roi, on m'impose un seuil, je suis soucieux de la santé de mes salariés et je tâche de ne jamais être au-dessus de 20% de ce seuil, c'est-à-dire que je suis à un 5e de ce que la réglementation semble m'autoriser à faire. » La circulaire, un certain nombre d'inspecteurs du travail, un certain nombre de magistrats viennent nous dire « eh ben non, même à une fraction de la VLEP, ici 20%, vous êtes toujours exposé. » Restons sur l'amiante, essayons de comprendre comment sont fixés ou ont été fixés dans le temps les VLEP. Premier seuil applicable, quand le drame de l'amiante commence à exploser en France, on nous dit à l'époque déjà avec beaucoup de retard, et on nous parle d'un des premiers grands scandales sanitaires, et ça en était un, et l'amiante tue encore aujourd'hui en France 2 à 3 000 personnes tous les ans, et c'est encore à l'origine de 80% des cancers professionnels, et c'est un vrai drame sanitaire. J'ai beau être du côté employeur, il faut toujours le rappeler. Comment fixe-t-on les premières VLEP? La première, et je vais juste illustrer d'un seul document, parce que c'est le rapport qui fait référence, qui est le rapport de l'INSERM de 1997. En 1977, pour la première fois, on fixe un seuil à 2 fibres par centimètre cube, ce qui fait 2000 fibres par litre. Pourquoi le fait-on à ce niveau-là? Parce que c'est le seuil, à l'époque, que l'on identifie
comme étant le vrai seuil de dangerosité. Et quand on reprend le rapport et les cohortes qui sont citées par le rapport de l'INSERM, on voit qu'une personne qui a été exposée à 10 fibres par centimètre cube, c'est-à-dire 10 000 fibres pendant 40 ans, 8 heures par jour, il y a globalement 30% de la population du site concerné qui meurt soit d'un mésothéliome, soit d'un cancer des poumons. C'est quand même beaucoup. Et on voit qu'à partir de 2 fibres par centimètre cube, c'est-à-dire 2000 fibres, on a une mortalité qui commence à apparaître. Et donc, la valeur limite d'exposition, c'est à partir du moment où apparaissent les pathologies. On est en 1977. L'INRS, un certain nombre d'organismes, travaillent beaucoup entre 1995 et 1997, et on se dit, ce seuil de 2 fibres par centimètre cube est trop élevé. Et on reprend à l'époque l'ensemble des cohortes médicales que l'on a. On voit que au-dessus d'une fibre par centimètre cube, soit 1000 fibres par litre, on commence à voir une apparition du nombre de pathologies qui augmente entre une cohorte de population censée ne pas être exposée et une cohorte exposée. Et dans le rapport INSERM, je l'ai compté, vous avez 20 fois la même remarque, 20 fois, qui disent, par exemple ici, les estimations qui apparaissent dans ce tableau doivent être considérées comme des ordres de grandeur, compte tenu de l'inexistence de connaissances certaines sur les risques de cancer encourus au niveau d'exposition inférieur à une fibre par litre, une fibre par millilitre, pardon, c'est-à-dire 1000 fibres par litre. On dit, on avait fixé un seuil à 2 fibres par centimètre cube, c'était beaucoup trop. Les premières cohortes voient une augmentation du risque à partir d'une exposition pendant 1 an à 1000 fibres par litre. Il ne faut pas que ce qui est un scandale continue, et on va fixer cette fois-ci une valeur limite d'exposition qui tienne compte d'une véritable marge de sécurité. Cette marge de sécurité, c'est quoi? On dit, à partir de 1000 fibres par litre, j'ai un risque pour la santé. Je fixe la valeur limite d'exposition professionnelle à 10%, c'est-à-dire 0,1 fibre par centimètre cube, soit 100 fibres par litre. Et on prend ce qu'on croit et ce qu'on pense être à l'époque une véritable marge de sécurité, et les études médicales sont toujours les mêmes, en fixant la valeur limite d'exposition à 10%. Alors, je ne vais pas dire du seuil de dangerosité, puisque ce n'est pas parce qu'on n'arrivait pas dans des cohortes à détecter une augmentation du risque, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de risque à un niveau inférieur. Par contre, on fixe à 10%. Et c'est le décret de 96. Et dans le même temps, on interdit complètement l'importation, la vente de tout nouveaux articles comportant de l'amiante, et on doit progressivement enlever l'amiante. On est en 1996, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans. 20 ans plus tard, qu'est-ce qu'on considère toujours? On considère toujours, malheureusement, que malgré l'abaissement du seuil, mais il y a un effet de latence de entre 30 et 40 ans entre l'exposition à l'origine de la pathologie et la survenance de cette pathologie, on constate qu'il y a encore des maladies, et on constate que l'acceptabilité sociale vis-à-vis de l'amiante est de plus en plus compliquée. Alors on se dit, puisque ça fait 20 ans que l'amiante est interdit, et il y en a de moins en moins, puisque tout le monde a fait énormément d'efforts, et tant mieux, on peut donc réabaisser le seuil. Et on va fixer le seuil à 10 fibres par litre, c'est-à-dire de nouveau 10% du seuil antérieur. Et on est actuellement à 10 fibres par litre, c'est-à-dire un seuil de 1% de l'exposition qui, pendant une année complète, pendant 1940 heures par an, nous dit l'INSERM, permet de développer une pathologie, si je peux m'exprimer ainsi.
Et on a donc une valeur limite d'exposition qui est excessivement inférieure au seuil de dangerosité. Conséquence, le nombre de pathologies ne diminue pas encore, mais elle va finir par diminuer parce que l'effet de latence va être passé. Et on crée, et là c'est le plaideur qui parle, une psychose où on en revient dans les deux définitions de Larousse au fait qu'en réalité, de plus en plus, comme on a maintenant des seuils qui sont très très bas et très faibles, on en arrive à la conséquence que ce qui est interdit, ce n'est pas un certain seuil en fonction d'une dangerosité, mais c'est la simple présence d'amiante. Alors que, je reprends l'image de l'exposition, le fait qu'un tableau soit exposé ou le fait d'être un utilisateur d'un produit ne devrait pas en tant que tel, et c'est vrai pour la plupart des produits chimiques, systématiquement conduire à une condamnation et une dangerosité. Pourquoi les magistrats en arrivent là et pourquoi les tribunaux condamnent? Et les magistrats sont fondamentalement des gens de bonne volonté. Ils condamnent d'abord parce qu'ils veulent indemniser. Et parce que le système d'indemnisation, et je m'excuse, je ne parle qu'en droit français, mais je suis un juriste de droit français, est faussé à cause d'un très vieux consensus qui existe dans ce pays depuis une loi d'avril 1898, j'ai bien dit 1800 et pas 1998, qui est la loi sur la réparation des accidents du travail. Alors, je vais faire un petit peu d'histoire, je vais aller, rassurez-vous, assez vite. En 1898, les ateliers se développent dans tout le pays et l'industrialisation se développe. Et à ce moment-là, on constate qu'on a une vraie difficulté. Les gens meurent et ne sont pas indemnisés. Les gens sont amputés et ne sont pas indemnisés quand ils vont au travail. Et déjà à l'époque, on dit qu'il n'est pas normal d'aller au travail pour y mourir, et c'était très vrai. À l'époque, mais c'était des temps très anciens, la justice était lente. C'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque, c'était le cas. Et à l'époque, en plus, les avocats étaient chers. C'est encore moins le cas aujourd'hui, je vous rassure. Mais on s'est dit qu'il faut trouver un système autre que le principe habituel de la responsabilité civile qui supposait de démontrer non seulement qu'il y avait eu un dommage, un décès, une amputation, mais qu'il y avait eu une faute de l'employeur et un lien de causalité entre cette faute et ce décès ou cette amputation, qui est cette simple démonstration prenant en général 3, 4, 5 ans, parce que les avocats sont chers et que la justice est lente. Alors il y a eu un consensus entre les employeurs et les premières organisations, alors on ne disait pas syndicales, on disait les organisations mondiales ouvrières, 5 ou 6 ans de négociations qui ont abouti à la loi de 1898. La loi de 1898, elle est d'une très grande intelligence, mais elle est le fruit d'un compromis social. Cette grande intelligence consiste à dire, et on ne parlait à l'époque que des accidents, pas encore du risque chimique, et consiste à dire, si vous avez été victime d'un accident au temps et au lieu du travail, l'accident est présumé d'origine professionnelle et c'est l'employeur qui, s'il veut s'exonérer, devra démontrer la faute exclusive de la victime. Cette notion de au temps et au lieu existe toujours et elle est d'une très grande intelligence. Contrepartie, puisque là les employeurs perdent beaucoup, je vous disais que c'est un consensus social, contrepartie, on indemnise forfaitairement, mais pas intégralement, la victime d'un accident du travail. Et c'est pour ça qu'en matière d'accident du travail, vous avez vu apparaître des barèmes avec des taux de 10%, de 20%, et que vous avez une indemnisation forfaitaire. Les débats de l'époque démontrent qu'on disait tout simplement qu'il ne faut pas tuer l'industrie naissante en faisant de telle sorte que le coût des accidents soit trop important. On était en 1898.
Et puis on s'est dit, avant la Seconde Guerre mondiale, ce système de présomption au temps et au lieu du travail, il est drôlement intelligent, il permet de mieux indemniser les gens, on va l'employer, là on va se rapprocher un peu du risque chimique, on va l'utiliser aussi pour les maladies professionnelles. Alors pour les maladies professionnelles, de savoir si vous avez attrapé une maladie, que ce soit une grippe ou un cancer, au temps et au lieu du travail, c'est-à-dire si vous étiez sur le lieu du travail ou à l'extérieur, ça ne va pas. Mais on s'est dit, il faut garder le principe de présomption d'imputabilité. J'ai une pathologie, j'ai été au temps et au lieu du travail un certain temps, on doit donc m'indemniser sans que j'aie à démontrer de façon certaine que le travail est à l'origine de ma pathologie. Et c'est l'apparition, dans les années 30, des tableaux de maladies professionnelles qui ne sont rien d'autre que la reprise pour les pathologies du au temps et au lieu du travail qui existent pour les accidents. Et on a dit, dès lors qu'une personne a une pathologie, première colonne des tableaux de maladies professionnelles que vous connaissez probablement, que cette pathologie est intervenue dans un certain délai qui est fixé pour chacune des pathologies, et que je fais tel ou tel métier qui est susceptible de m'avoir mis en contact avec tel ou tel agent chimique, alors la maladie est réputée d'origine professionnelle et celui qui la bénéficie, entre guillemets, beau bénéfice, de la reconnaissance d'une maladie professionnelle, et l'employeur ne peut s'exonérer qu'en démontrant que le travail n'a joué aucun rôle. Ce système est, là encore, d'une rare intelligence. Il n'est pas forcément adapté au risque chimique, mais de par la loi, c'est le système qui nécessairement s'applique au risque chimique, et la plupart des tableaux de maladies professionnelles concernent des risques chimiques. Si ça peut vous consoler, il s'applique aussi aux risques psychosociaux, et je peux vous dire qu'il est encore beaucoup moins adapté aux risques psychosociaux, mais on est obligé de faire avec cette vieille caisse à outils qu'est cette vieille loi de 1898. Et pour vous prouver qu'on fait réellement avec cette vieille caisse à outils, que disait la loi de 1898 sur le vieux consensus avec les employeurs? Il disait réparation forfaitaire, c'est-à-dire partielle, sauf si, nous dit la loi de 1898, l'employeur, dans la terminologie de l'époque, qu'on comprend mal aujourd'hui, a commis une faute inexcusable. Auquel cas, on a le droit à la réparation de l'intégralité du préjudice. La justice, je vous disais, n'est pas toujours rapide, mais elle a fini par s'interroger sur ce que voulait dire faute inexcusable. Figurez-vous que le 12 juillet 1942, des esprits chagrins pourraient penser qu'à ce moment-là, la Cour de cassation avait d'autres occupations, mais non, pas du tout. Elle traitait d'un dossier, d'un accident du travail qui avait eu lieu 8 ans avant. La guerre n'avait pas arrêté cette routine, et la Cour de cassation, pour la première fois, s'est prononcée pour dire qu'est-ce que c'est qu'une faute inexcusable. Il s'agissait d'un salarié qui avait été envoyé dans une machine où il allait inhaler un certain nombre de produits, la Cour de cassation nous disant que l'employeur l'avait tout simplement envoyé à une mort quasi certaine. Je vous parlerai un peu du pénal tout à l'heure. Aujourd'hui, ça se réglerait, et tant mieux, plutôt au pénal qu'au civil. Là, on était au civil. Et là, la Cour de cassation a dit, là, quand même, c'est une faute, je cite, d'une exceptionnelle gravité, donc une faute inexcusable. Et elle a reconnu la faute inexcusable. Et elle a dit, dans ce cas très particulier, on n'indemnise pas forfaitairement, mais on indemnise l'intégralité du préjudice. Quelques années plus tard, c'est-à-dire 2002, on est toujours sur l'amiante. L'assurance s'est complètement généralisée en France. L'idée qu'on puisse être tué ou blessé au travail en étant indemnisé forfaitairement devient inacceptable, et fort heureusement pour la population, puisque n'importe quel accident qui survient avec
Un véhicule, par contre, là, on a le droit à la réparation intégrale de son préjudice. Alors, la Cour de cassation va de nouveau reprendre la définition qu'elle venait pourtant tout juste de poser en 1942 et va redéfinir la faute inexcusable. Et elle va nous inventer ce qu'elle a appelé à ce moment-là une obligation de sécurité de résultat. Et là, ça veut dire qu'on va encore beaucoup, beaucoup plus loin que la présomption d'imputabilité, qu'on va probablement trop loin, puisqu'on ne peut s'exonérer, d'après le Code civil, d'une obligation de résultat qu'en démontrant la force majeure, qui est quelque chose pratiquement de quasiment impossible à démontrer. Et tout de suite, la Cour de cassation corrige, elle dit qu'il y a une obligation de sécurité de résultat, mais l'employeur ne peut s'en exonérer que s'il démontre, d'une part, qu'il n'avait pas conscience et qu'il n'aurait pas dû avoir conscience du danger, ou que s'il avait conscience du danger, il a pris les mesures nécessaires. Et là, on est au cœur de notre discussion d'aujourd'hui. Est-ce une bonne chose pour vous d'avoir conscience du danger? Est-ce que le fait de participer à cette réunion, est-ce que le fait d'avoir ce logiciel est une bonne ou une mauvaise chose? Je rassure Xavier qui a l'air paniqué. C'est une bonne chose. Mais on rentre dans un nouveau système qui est un système qui est infiniment plus piégeux. Et 2002, la jurisprudence, ça correspond, c'est pas tout à fait un hasard, à 2001, l'arrivée du document unique. Et il y a une synchronicité qui ne doit pas totalement vous laisser penser qu'elle est due au hasard. Le document unique, c'est quoi par rapport à cette nouvelle définition? C'est je dois faire un inventaire complet, exhaustif, de l'ensemble des risques que j'ai dans mon entreprise. C'est quelque chose, pour le juriste que je suis, d'excessivement dangereux, parce que quand survient un accident, il y a deux solutions. Une solution très mauvaise et une autre solution très mauvaise. La solution très mauvaise première, c'est survient un accident et je n'avais même pas identifié comme possible dans mon évaluation globale des risques que cet accident pouvait survenir. Inutile de vous dire que devant un magistrat, ça se passe mal. Deuxième solution, j'avais identifié le risque, mais l'accident est quand même survenu. Inutile de vous dire que ça ne se passe pas bien non plus devant un magistrat. Pour autant, il y a quand même des solutions, mais il est important de comprendre qu'au départ, il y a une volonté d'indemniser que devant l'incapacité dans laquelle sont les magistrats d'avoir une définition plus précise de la notion d'exposition. Et votre boulot, notre boulot à tous, c'est de les ramener avec le logiciel de l'entreprise, avec le savoir-faire, avec l'évaluation des risques, à démontrer que vous, sur votre site, vous avez une vraie connaissance, vous avez fait une vraie analyse, vous savez quelles sont les conditions de travail où on expose des gens réellement à un risque et les conditions de travail où il n'y a pas de risque. Là encore, ce qui est fondamental à comprendre, c'est que, en cas d'incertitude, le juge ne peut que condamner. Et le juge ne peut, et tout devient ambigu. Prenons l'exemple sur le risque chimique, et on ne sait plus où on en est aujourd'hui, des attestations d'exposition et des fiches d'exposition. C'est à la fois un vrai marqueur intelligent qui permet tout au long de la carrière de savoir normalement ce qu'a été la réelle exposition d'un salarié, et au moment même où il va partir à la retraite ou partir sur un autre site, en théorie, d'apprécier l'opportunité ou pas d'un suivi médical post-professionnel. Je plaide, ou mon équipe plaide, 10 fois par an au moins, le fait de savoir si dans telle ou telle situation,
il fallait émettre une fiche ou une attestation d'exposition. Pourquoi? Parce que la seule réelle utilisation de ces fiches ou des attestations d'exposition, c'est de démontrer qu'une personne a été exposée. Pourquoi? Parce que comme les magistrats n'y comprennent rien à la dosimétrie, ils ne comprennent même pas que dans certains cas, un effet, une exposition faible peut même, dans certains cas, avoir un effet bénéfique. Et un produit peut, à quantité importante, être très nocif pour la santé. Quand vous prenez une bouteille d'eau que vous avez, madame, devant vous, que vous regardez, il y a un certain nombre de produits qui peuvent être très dangereux et qui, pour autant, sont des sels minéraux qui sont plutôt bons dans la santé, dans les quantités où ils sont. Comme les magistrats n'arrivent pas à comprendre ça, quelle est pour eux la question? Est-ce qu'une personne a été exposée? Et non pas, est-ce qu'une personne a été exposée dans des conditions qui ont pu réellement mettre en cause sa santé? Et systématiquement, la meilleure des preuves quand c'est comme ça, c'est si l'employeur lui-même reconnaît avoir exposé. Parce que là, c'est quand même assez génial, on fait le boulot des magistrats pour se faire condamner et on accepte de faire le boulot pour être condamné à la place des magistrats. En ce sens, les attestations d'exposition doivent être explicitées, doivent être documentées pour qu'on puisse, nous les avocats derrière, démontrer que, tout au contraire, ils démontrent une réelle non-exposition, sauf peut-être des expositions dites accidentelles sporadiques, ça serait bien qu'il n'y en ait pas tous les jours, mais que ça démontre que vous avez eu, tout au long de la carrière de vos salariés, une politique de prévention. Ça, c'est la première phase qui est comment je peux indemniser. Et comme je ne connais jamais la réelle origine d'une pathologie, comme je ne comprends pas à quoi servent les valeurs limites d'exposition, et puis l'immense majorité des produits chimiques n'ont pas de valeur limite d'exposition. Comment voulez-vous qu'un magistrat, qui pas plus qu'un avocat ne comprend une molécule, comment voulez-vous qu'il comprenne la différence qu'il y a entre un microgramme, un milligramme, un gramme, et savoir quand est-ce que c'est dangereux, quand est-ce que la qualité dimensionnelle du corps, de l'outil, de ceci, de cela est dangereuse ou pas, il n'y comprend rien. Ce qu'il sait, c'est que quand il y a une pathologie, il a envie d'indemniser, qu'il y a un système de réparation des accidents et des maladies professionnelles et qui va recevoir la demande du salarié. Les risques chimiques ont vu apparaître une autre forme d'indemnisation. Qu'est-ce qu'il y a de dramatique dans l'amiante avec un mésothéliome? Il y a, je vous disais tout à l'heure, un délai de 30 à 40 ans entre le moment où a lieu l'exposition et le moment où survient la pathologie. Par contre, si la pathologie est par exemple un mésothéliome, il y a un délai très significativement plus court de quelques mois entre l'apparition de la pathologie et le décès. Ce qui fait que la réparation pécuniaire n'est pas une réparation. Alors, il a fallu essayer d'inventer une nouvelle forme d'indemnisation. Et là encore, il y a une forme très intelligente qui a été trouvée. C'est ce qu'on appelle l'ACATA, c'est-à-dire la retraite anticipée. C'est de dire qu'une personne qui, toute sa carrière, a été exposée à un risque, si ce risque survient, cette personne mourra plus tôt. Et donc que la seule réelle façon d'indemniser son préjudice, c'est de lui permettre de partir avec une retraite à taux plein plus rapidement pour bénéficier de sa retraite avant qu'elle soit morte. C'est un mécanisme d'une rare intelligence. Simplement, on retombe sur la notion d'exposition. Comment je fais pour déterminer ceux qui peuvent partir plus tôt à la retraite et ceux qui ne peuvent pas partir plus tôt à la retraite? On a inventé un système administratif de classement de l'ensemble des établissements
Et on est venu dire, les salariés qui ont travaillé dans tel établissement, s'ils le veulent, peuvent demander le départ à la retraite anticipée. Et si vous n'avez pas, entre guillemets, la chance, toute relative, mais que votre établissement n'ait pas été classé, à ce moment-là, vous ne pouvez pas bénéficier de la CATA. Mais là encore, l'idée, c'est d'indemniser. Et l'idée, c'est de réellement prendre en compte la motivation des gens. Et après tout, ce n'est pas toujours ce que font les tribunaux. Et quand les pouvoirs publics et les tribunaux le font, tant mieux. Puis on est passé à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est l'avalanche qui nous est tombée sur nos cabinets il y a 5-6 ans sur le préjudice d'anxiété. Parce que là, on est face à des gens qui disent avoir été exposés, qui disent avoir une réelle crainte de développer une pathologie et qui demandent une indemnisation financière. Et bien de nouveau, les tribunaux se sont retrouvés confrontés pour savoir comment on va faire pour distinguer ceux qui ont été exposés et ceux qui n'ont pas été exposés. Et comme il n'y a toujours pas de vraie définition, qui ne sont toujours pas capables de le faire, il a fallu trouver un pis-aller. Ce pis-aller, c'est quoi? C'est ici la pré-retraite amiante dont je vous ai parlé, le régime ACATA. Et dans un premier temps, en 2010, dans un arrêt de mai 2010, la Cour de cassation nous a dit tous ceux qui ont travaillé dans un établissement classé ont le droit à la réparation d'un préjudice d'anxiété. Et alors, j'ai une confidence à vous faire. Prouver l'anxiété, c'est encore beaucoup plus compliqué. Je ne parle pas de la vraie dépression, mais simplement de l'anxiété, que de prouver une maladie liée à l'amiante, puisqu'on est beaucoup sur une forme déclarative. Telle personne dit « j'ai la trouille de déclencher telle pathologie ». C'est absolument invérifiable, et tout médecin, même de bonne volonté, peut simplement établir un certificat disant que la personne déclare être victime de cette anxiété sans pouvoir forcément le vérifier. Mais, comme on n'avait pas de définition de la notion d'exposition, on a trouvé une solution. ACATA, préjudice d'anxiété, pas ACATA, pas de préjudice d'anxiété. Et puis on arrive à la décision dont vous avez tous entendu parler il y a 15 jours, d'un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation qui revient sur cette notion. Pourquoi? Parce que les gens ont dit ce critère ACATA, pas ACATA, il est assez absurde et il ne sert pas à démontrer ce qu'est réellement une exposition. Et l'avocat général près de la Cour de cassation, dans ses réquisitions écrites, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit quand j'ai un salarié sous-traitant qui a travaillé dans le même établissement classé, lui n'a pas le droit à la pré-retraite et il n'a pas le droit au préjudice d'anxiété, alors que celui qui était embauché par l'entreprise elle-même y a le droit. Et dans l'autre sens, vous avez aussi du personnel administratif qui était à 2 km du siège et de l'endroit où les gens étaient exposés, qui, lui, a le droit à son classement à CATA, alors que le prestataire qui était réellement exposé n'y a pas le droit. Donc, la Cour de cassation s'est dit, encore raté sur l'exposition, je pensais avoir trouvé la solution, je ne l'ai pas trouvée, et donc, j'annule le système que j'ai mis en place en 2010. Et la Cour de cassation vient de nous sortir un nouveau concept. Elle nous dit, et ça va être maintenant au cours d'appel, on va encore mettre 10 ans à plaider pour essayer d'affiner, elle nous dit, quand un salarié a été exposé avec un risque élevé de pathologie, alors il a le droit à la réparation de son préjudice d'anxiété. On va mettre 10 ans à plaider ce qu'est un risque élevé. On va probablement revenir à ce qu'était la démarche quand on fixait des valeurs limites d'exposition, par exemple pour l'amiante, en 1977.
si je reprends les chiffres que je viens vous donner, mais la jurisprudence me donnera raison, me donnera tort, tous les gens qui ont été exposés en dessous d'une fibre par centimètre cube, c'est-à-dire 1000 fibres par litre, comme médicalement, il n'y a aucune possibilité de voir une augmentation du risque, on ne parlera pas de risque élevé. Si on est sur des conditions d'exposition qui étaient celles du décret de 1977, ce qu'aura fait la Cour de cassation ne servira à rien, puisque les sites où malheureusement 20 ou 30% des gens sont décédés, les Éternites, les Évrites, etc., ça fait longtemps que les groupes à qui appartenaient ces sociétés-là ont déposé le bilan de ces sociétés et qu'on ne peut plus rien faire. Là encore, ça veut dire qu'une fois qu'on a dit ce mot magique, des gens ont été exposés, on n'a rien résolu, et que tant qu'on restera sur le vieux système de 1898, on n'y arrivera pas. Alors, quelle autre arme ont les magistrats pour faire en sorte que le niveau d'exposition soit le plus bas possible? C'est soit je touche au portefeuille, et c'est l'indemnisation civile, soit je menace ou je prononce des sanctions pénales. Et on commence à voir se multiplier sur l'amiante ou sur bien d'autres produits chimiques des condamnations pénales. On a vu être créé en France, il y a une dizaine d'années, et ce n'est pas un hasard, deux pôles de santé publique, un à Paris, un à Marseille, avec des juges d'instruction qui travaillent en pool, on n'a pas l'habitude de ça, qui ont des assistants, qui ont des officiers de police judiciaire qui sont à leur disposition pour monter des infractions pénales. Et là encore, les choses sont en train de s'accélérer. Le pénal, on peut le voir à divers niveaux. Premier niveau, je ne respecte pas une des multitudes des dispositions prévues par le Code du travail et tous les textes, et je condamne pénalement pour le non-respect d'une disposition prévue par un texte. Et en ce qui concerne les produits chimiques, je crains que personne dans cette salle, malheureusement, n'ait lu l'intégralité des textes pénalement sanctionnés qui s'appliquent sur l'immense multitude des produits chimiques qui peuvent exister. En tout cas, ceux qui les ont lus les ont déjà tous oubliés parce que l'intelligence humaine et le cerveau humain ne peuvent pas permettre de les retenir. Et puis, ça ne suffit pas. Et puis, on est en train d'aller dans un arsenal de surenchère. Une des infractions les plus graves pour un employeur, c'est la mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Puisque dans ces cas-là, il y a une sanction au niveau du droit pénal, sanction qui est d'une extrême gravité, puisqu'elle aboutit à condamner une personne morale ou une personne physique à la personne physique une peine de prison et la personne morale des amendes qui sont très importantes. En 2017, la Cour de cassation a confirmé une décision de la Cour d'appel de Bastia qui condamnait, c'était le groupe Vinci, dans le cadre de la réalisation d'un chantier qui avait lieu dans le Cap-Corse, dans la ville de Bastia, où des terres amiantifères peuvent éventuellement permettre la possibilité d'être exposé à l'amiante. Vinci est condamné pour mise en danger de la vie délibérée d'autrui en relevant deux choses. Un, il y avait eu, nous dit la Cour de cassation, je n'en ai pas le nombre exact, plusieurs mesures d'empoussièrement, ce qui sur un chantier de travaux publics est plutôt la preuve qu'ils avaient plutôt bien fait leur boulot, et que tout était à un niveau très inférieur au seuil légal, sauf deux. Deuxièmement, Vinci avait pris la précaution de couvrir de polyane ou je ne sais plus trop quoi, étanche,
le chantier en question, c'était simplement des terres qui étaient susceptibles, alors qu'ils ils creusaient pour construire une maison, ils avaient mis des polyanes, mais il y avait eu 2 tempêtes successives à 10 jours d'intervalle, et le vent avait une première fois arraché le polyane, ce qui fait que les terres amiantifères ont pu libérer des fibres. Les juges auraient pu se dire que comme il y avait un vent très violent, de toute façon, la libération des fibres, ce n'est pas grave, puisqu'elles ont été dégagées très loin. Et 10 jours plus tard, ce qui veut bien dire que le premier polyane endommagé avait été remplacé, de nouveau une tempête, et de nouveau un polyane arraché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le message de la Cour de cassation, c'est d'une application sur tout ce qui est des risques chimiques, avec une réelle volonté d'imposer à l'employeur de respecter très strictement la réglementation, faute de quoi il y a condamnation. Ça ne veut pas dire pour autant qu'une politique de prévention n'est pas utile. Ça veut dire, et croyez un avocat quand il vous le dit, quand vous avez un début de problématique, de non-respect de la réglementation, que ce soit avec votre CHSCT, que ce soit avec l'ACPM, avec l'inspecteur du travail, avec l'ADREAL, si vous n'avez pas le préalable de pouvoir démontrer que vous avez eu une politique de prévention et d'analyse du risque, ça va être très compliqué. Si vous avez eu cette politique de prévention, c'est tout de suite qu'il faut prendre à bras-le-corps le problème, qu'il faut rencontrer, qu'il faut discuter avec l'administration. Si vous attendez trop longtemps, et plus vous attendrez, plus le risque de condamnation, dans ce domaine comme dans bien d'autres, sera important. Et le fait de ne pas se retrouver au tribunal, c'est encore souvent la meilleure façon de ne pas être condamné. Voilà. Si vous avez des questions. Alors, c'est juste pour avoir une précision, vous avez parlé du préjudice d'anxiété. C'est que pour l'amiante ou pour tout sujet? J'aimerais pouvoir répondre complètement à cette question. On commence à avoir des... Pour l'instant, c'était cantonné à l'amiante. La décision qui est intervenue le mois dernier de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation et déjà un certain nombre de décisions fait que c'est en train de partir sur bien d'autres sujets. Et c'est une question qui est doublement compliquée, où la preuve de l'exposition est très compliquée sur bien des produits, et la preuve de l'anxiété est très compliquée. On est un certain nombre d'avocats à penser qu'on n'évitera pas ce contentieux, que par contre, il faut essayer de revenir pour le coup au droit commun et de dire que dès lors qu'il n'y a pas de pathologie, il n'y a pas de principe de présomption d'imputabilité qui s'applique et que c'est aux salariés de démontrer véritablement, d'une part, l'exposition, d'autre part, l'anxiété. Cette espèce de régime pétitoire où il s'agit de dire « je suis anxieux » pour qu'on croie la personne et qu'elle ait le droit à un chèque, n'est pas un régime satisfaisant. Mais là encore, si vous avez été exposé dans des conditions telles que statistiquement, vous avez 25 ou 30% de chances de mourir de l'amiante, je trouverais indécent de plaider contre le salarié pour démontrer qu'il n'y a pas d'anxiété. Mais comme on traite de la même façon celui qui a été exposé dans ces conditions à celui qui peut-être a été exposé de temps en temps sur des interventions totalement marginales, tant que la règle... Mais là encore, on pense que quand on a dit des mots magiques comme risque chimique ou exposition, on a tout résolu, on n'a malheureusement rien résolu. Deux remarques. Une première, c'est une observation, et deuxième, c'est une question. L'observation, c'est que je ne suis pas dans le monde industriel, mais dans le monde médical. Et j'ai pu observer dans le monde médical un phénomène de réaction
ces démarches juridiques qui gagnent de plus en plus vers le pénal. Et c'est la prudence que mettent certains chirurgiens à opérer leurs patients. Et en fait, l'objectif qui était au départ de faire le bien aux patients, on se retrouve dans je ne vais pas l'opérer parce que je ne veux pas prendre un risque supplémentaire qui pourrait mettre... vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être qu'en matière de chantier, il pourrait y avoir des chantiers refusés, tout simplement parce qu'on estime qu'on ne veut pas prendre le risque d'être exposé ensuite. Je pense au chantier de Vinci que vous avez signalé. Et la deuxième, c'est une remarque. Il n'y a que le travail qui est exposant. Ce que je veux dire, c'est que l'amiante a une fibre par litre. Il est bien possible qu'on soit exposé à une fibre par litre dans d'autres conditions et continuellement dans beaucoup d'autres causes. Est-ce que la science ne peut pas aider en disant qu'il y a un seuil qui est finalement le seuil naturel d'exposition et que le travail n'est pas cause de plus d'exposition que le seuil naturel? Alors, réponse en plusieurs temps. 1, quand en 2012, on a abaissé le seuil prévu par le Code du travail à 10 fibres par litre en matière d'amiante. On a mis 6 mois à se rendre compte que dans le Code de la santé publique, le seuil pour tout un chacun était à 25 fibres par litre. Du coup, on a baissé à 5 fibres par litre le seuil qui est dans le Code de la santé publique. Mais ni dans un cas ni dans un autre, on est plus sur des notions de seuil d'acceptabilité sociale que sur des seuils réellement scientifiquement démontrés. Maintenant, pour dire autrement, pour répondre autrement à votre question, selon Air Paris, à Paris, à Besançon, je n'ai pas la donnée, l'air est certainement beaucoup plus sain à Besançon, mais dans la rue à Paris aujourd'hui, le seuil est à 0,9 fibres par litre dans la rue. Alors un peu moins quand il a plu, et beaucoup plus quand on est en seuil de restriction sur le périphérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme chacun de nous respire en moyenne 15 000 litres par jour, chacun de nous, quand il est à Paris, mais j'y retournerai quand même juste après en vous quittant pour prendre mon train, chacun de nous respire et inhale 15 000 fibres. Un certain nombre de gens disent que l'inhalation d'une seule fibre pourrait provoquer la pathologie parce qu'ils considèrent, et c'est probablement vrai, qu'il n'y a pas statistiquement de seuil limite et qu'on est dans le cadre d'une exposition sans seuil, sauf que comme on en respire tous les jours 15 000, la seule solution, et on va faire juste un tout petit peu d'humour, elle est médicalement éprouvée mais elle n'est pas pérenne dans le temps, d'éviter d'un risque de pathologie, c'est d'arrêter de respirer. Ça ne dure pas très très longtemps en général. Mais effectivement, on en arrive à ce genre d'absurdité où, si on ne réagit pas, on va avoir de la part des employeurs en particulier, mais aussi des maires, etc., l'idée de dire que de toute façon, ça ne sert à rien de prendre des précautions, puisque de toute façon, on encourra un risque et on en arriverait aussi à des chirurgiens qui ne veulent pas opérer, mais il faut que le bon sens perdure. Il faut que vous compreniez que pour des magistrats, c'est aussi quelque chose de très long, de très compliqué, de très aléatoire et difficile à comprendre. Donc, moi, je travaille dans un laboratoire de recherche fondamentale. Les gens qui travaillent dans le laboratoire, ce sont des gens qui viennent de tous les pays du monde, qui sont là pour 5 années environ, puis qui repartent dans d'autres laboratoires et donc et dans d'autres pays. Et donc, à un moment donné, je me dis, dans 15, 20 ans, ces gens, s'ils développent une maladie qu'ils peuvent attribuer à leur profession, finalement, c'est plus à leur profession qu'à leurs conditions de travail actuelles, à qui ils s'adressent? Est-ce qu'ils s'adressent à leur employeur à ce moment-là? Est-ce qu'ils retournent dans le passé? Est-ce qu'ils doivent faire des procès dans tous les pays où ils ont travaillé? Et comment est-ce qu'on répartit la responsabilité? Et je me dis, finalement, c'est mon cas particulier, mais ça peut se voir dans beaucoup d'autres professions aussi, où en général, on a un métier, et par son métier, on est exposé à un certain risque, peu importe où on le pratique et peu importe qui est l'employeur, en fait. Alors, réponse en plusieurs temps. 1, quel que soit le produit chimique, c'est très rarement un marqueur qui permet 5, 10 ou 15 ans après d'identifier le labo dans lequel vous êtes passé et qui permet de savoir où est la pathologie. Et donc,
la réponse juridique, pour insatisfaisante qu'elle soit, c'est celui qui a la charge de la preuve qui perd. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, alors vous êtes au Luxembourg, mais c'est un texte communautaire, donc il doit y avoir l'équivalent. En tout cas, en France, il y a le décret du 20 février 1992 qui oblige, à chaque fois que vous faites intervenir dans toutes les entreprises, et a fortiori dans un labo, un salarié d'une entreprise extérieure a, préalablement à cette intervention, quelle que soit sa durée, et même en l'absence de produits dangereux, 1, de faire une inspection commune préalable, 2, entre employeurs, 2, de faire une analyse commune des risques, et des risques que ce salarié qui vient d'un environnement différent va connaître dans votre laboratoire, l'analyse aussi des risques de la coactivité, et peut-être qu'il va ramener un autre produit qui, mélangé à un de ceux que vous avez chez vous, là, peut provoquer une catastrophe. Troisièmement, s'il y a au moins 400 heures de travail en commun ou une activité dangereuse, la rédaction d'un plan de prévention des risques. Ce n'est pas directement une réglementation risque chimique, c'est une réglementation qui s'applique dès la première heure de travail, puisque la plupart des risques chimiques, pas tous, mais sont identifiés dans un arrêté de 1983 qui définit ces risques. La réponse est, si vous avez bien rédigé ce plan, pour répondre à votre question, alors si votre responsabilité est recherchée, le décret en question de 1992 prévoit que la mise en œuvre des mesures prévues dans ce plan appartient à chacun des employeurs concernés, et ça ne sera pas vous, laboratoire d'accueil, mais l'employeur du salarié qui serait responsable. Si vous n'avez pas respecté cette réglementation, ça sera beaucoup plus compliqué à défendre. C'est la logique du droit français. Oui. Est-ce que pour les fibres céramiques réfractaires, là, qu'est-ce qui s'applique dans ce cas-là? Que l'on sait qu'ils ont à peu près les mêmes structures. Alors, ils ont exactement les mêmes structures. Ne s'applique que la réglementation CMR et pas la réglementation amiante. Le seuil qui a été abaissé de 100 à 10 fibres par centimètre cube n'a pas été abaissé pour les fibres céramiques réfractaires, probablement parce que ça a été oublié. Dernier point encore plus étrange, le tableau qui est annexé au Code du travail sur les valeurs limites d'exposition professionnelle prévoit un seuil d'exposition pour 8 heures et un seuil d'exposition pour 15 minutes. Comme on est descendu tellement bas au niveau de l'amiante, on a oublié le seuil de 15 minutes, on est passé à 10 fibres, mais en disant rapporté à 8 heures, et sur les fibres céramiques réfractaires, qui sont maintenant un danger beaucoup plus présent parce qu'on n'en fait pas la chasse, et qu'on ne prend que ne l'est l'amiante. La réglementation est restée coincée à celle qui était celle de 1996 et n'a pas évolué. Là encore, ça veut dire qu'on est plus dans des seuils d'acceptabilité sociale. Et il y a, parce que l'amiante a tué beaucoup plus, mais souvent, vous savez, on a pu mettre sur le dos de l'amiante des fibres réfractaires. Je crois que même un pneumologue ne sait, même avec la métadonnée, enfin la microscopie électronique, on ne voit pas la différence. Les fibres réfractaires, tout le monde s'en fout parce que ça n'a pas le même poids social, la même acceptabilité sociale. Mais je ne peux pas vous dire qu'il y a une cohérence entre ces deux réglementations, c'est n'importe quoi. Merci. Oui, alors, excusez-moi. Donc, je voudrais revenir sur la notion d'exposition individuelle, parce que pour parler, parce qu'on n'a pas parlé de politique encore, et il y a eu un rapport Paul Frimat l'année dernière, je crois, qui est sorti. Donc, voilà, je pense qu'il a bien mis l'accent sur l'intérêt d'augmenter la pression un petit peu sur les entreprises pour mieux
faire de la prévention peut-être, je ne sais pas si on peut un peu dire ça, mais lui, dans son idée, il a comme rêve finalement de constituer une base de données centralisée, étatique, on va dire, ou opérée par les services de santé au travail pour recenser toutes les expositions individuelles aux produits chimiques. Donc ça, c'est une notion, la fiche d'exposition individuelle qui a disparu, donc avec la disparition, avec l'arrivée Tu as de la quasiment, pénibilité. on ne sait plus vraiment, mais On sait qui plus sur trop. les CMR a probablement Voilà. qui n'a pas disparu pour l'amiante ou les CMR, totalement. Oui, c'est ça. Et puis de toute manière, si on veut pouvoir prouver quoi que ce soit, il faut quand même faire cette traçabilité, si possible, individuelle. Donc, est-ce que vous pensez que d'un point de vue légal, une telle base de données a une chance de pouvoir être validée, sachant qu'on parle finalement d'un recensement de tout ce qui pourrait être utilisé dans toutes les entreprises, pour tous les salariés, avec un portefeuille individuel de la liste de ces expositions qu'on pourrait éventuellement joindre au dossier médical patient quand il y a une maladie qui se déclare. De manière à ce que, parce que Paul Frima étant appelé de temps en temps, en tant qu'expert et souvent il manque de données, et lui il dit tel cancer peut être causé par tel type de substance, maintenant il me faut la fiche du patient pour savoir si il a été soumis à ces substances-là. Et là il faut remonter sur 30 ans, 40 ans. Donc est-ce qu'il est envisageable qu'une telle base de données, des expositions individuelles, puisse aboutir avec toutes les problématiques RGPD, etc. Il y a des problématiques RGPD. Il y a une autre problématique de fond qui est le rôle et le positionnement de la médecine du travail. Il y a le rapport Frima, il y a le rapport Lecoq, il y a une vraie volonté de sortir de la consultation individuelle pour aller dans la fiche d'entreprise, pour aller dans la vraie connaissance des risques, pour potentiellement revenir dans un deuxième temps sur des données individuelles. Maintenant, au-delà de la volonté, au-delà de la capacité par la RGPD ou pas, par les métadonnées, à constituer des énormes bases de données, avoir des fiches, les fiches ou les attestations d'exposition, elles n'ont en réalité de sens et elles ne sont faites qu'en cas d'exposition accidentelle. La réalité, c'est que 2 salariés, et de plus en plus, pour tout ce qui est par inhalation, de moins en moins, on est sur l'air ambiant, mais on est sur des mesures aux porteurs. D'une salle à une autre, d'une condition de travail à une autre, d'un mode opératoire à un autre. L'idée, c'est qu'on va avoir des expositions complètement différentes. Cette espèce de fantasme, je m'excuse de dire ça, mais de dire qu'on va pouvoir développer pour 20 ou 30 millions de salariés, outre les problèmes de respect de vie privée, etc., une base individualisée par chacun qui, en cas, ça serait merveilleux, parce que là, on répondrait à la notion d'exposition. J'ai une pathologie, j'ai toute l'historique, année par année, ou mois par mois, ou jour par jour, je ne sais pas ce qu'il faut dire, pour tous les CMR possibles concernant un salarié. C'est simplement complètement utopiste. Et la réalité, c'est quoi? C'est toutes les tentatives que l'on a faites, et il y en a eu par le Code de la sécurité sociale, par le Code du travail, sur les attestations d'exposition, simplement pour permettre un suivi médical post-professionnel. Sur la base de fiches d'exposition, quand il y a eu une exposition, c'est un fiasco. Et alors, on a essayé d'y revenir par la pénibilité, on essaie d'y revenir par des tas de moyens, on n'y arrive pas. On se dit, au miracle, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on n'a pas su faire jusque maintenant, l'évolution de l'informatique et des bases de données va permettre de le faire. N'empêche que dans cette collecte d'informations, ce n'est pas l'informatisation qui est compliquée, c'est d'avoir une mesure fiable qui permet de savoir aussi, je m'excuse de dire ça, mais quelle protection collective et individuelle était pratiquée à chaque salarié. Et ça, c'est un boulot de recensement individuel. Est-ce que vous le faites faire par l'employeur seul, mais l'employeur est suspect, par le médecin, mais est-ce que le médecin va être encore un confident si ça devient un flic? Quel va être le rôle du CHSCT? Mais on est en plein bouleversement puisque les CHSCT disparaissent avec les CSE et qu'on ne sait pas quels vont être leurs rôles dans tout ça.
c'est bien gentil de faire un rapport en disant il n'y a qu'à tout mettre dans une grande base de données, ça ne se fera jamais. Enfin, j'espère me tromper, mais je pense que ça ne se fera jamais. Moi, je voulais réagir. En fait, je pense que les industriels aujourd'hui sont de plus en plus dans la responsabilité. Hein. Donc là, Oui. ils sont condamnés par les cours de cassation ou par les magistrats. Mais je crois qu'il y a toujours une volonté de responsabilité. Donc ils font peut-être bien ou peut-être moins bien le DUER, hein, certes, mais il est mis en place. Donc vous suggérez, pour se prémunir, de mettre en place une politique de prévention qui donc prouverait que l'employeur a bien mis en place tout un plan d'action de prévention, etc. Est-ce que la loi impose le contrôle du port des EPI, par exemple? Parce que moi, je peux avoir mis en place tout un dispositif de prévention, mais mon collaborateur peut ne pas avoir mis son EPI et ne pas respecter les consignes d'utilisation du produit dans les meilleures conditions. Alors, réponse en 2 temps. Un, c'est malheureux... Enfin, c'est pas moi qui suggère, hein, c'est l'ancien article L230-2, c'est la transposition de la directive communautaire de 89 par la loi du 31 décembre 91 qui fait de l'instauration d'une politique de prévention la pierre angulaire de toute politique de santé et de prévention des risques dans l'entreprise. Deuxièmement, en ce qui concerne les EPI, d'abord, moi, j'ai au moins autant de contentieux sur le débat protection collective EPI, c'est-à-dire que avant même de pouvoir permettre aux salariés de bénéficier d'EPI, il faut avoir démontré qu'il n'y a pas une protection. Et ça, trop souvent, c'est une traçabilité qu'on ne retrouve pas. Et donc, prouver, par exemple, typiquement... dans un labo, avant de mettre des masques à tout le monde, la qualité des Sorbonnes, etc. Ça, on le plaide, hein, et on va vérifier sur place, et on vérifie la capacité de filtration, etc. Et des magistrats, maintenant, de plus en plus veulent y aller. Le port des EPI, la jurisprudence est extrêmement difficile. Alors, beaucoup plus sur les accidents du travail que sur les maladies professionnelles. Il ne suffit pas de mettre à disposition et d'obliger un salarié qui porte ces EPI, on doit vérifier le port effectif des EPI. Ce qui veut dire 2 choses. Un, la politique qui consiste à dire, et c'est typique dans l'amiante, à chaque fois qu'on ne sait pas, hein, qu'une personne est susceptible d'être exposée à un risque, on lui colle l'obligation de porter un masque. C'est la certitude qu'il ne le portera pas et que vous n'arriverez pas à prouver qu'il le porte. Mais c'est une responsabilité qui est forte, et là encore, à chaque fois qu'un masque n'est pas porté, c'est de la responsabilité de l'employeur. Il faut, ce que je vais dire est cynique, mais la première des choses à faire, un employeur qui ne trace pas le non-port des EPI, et qui peut-être pas la première fois, mais la 2e ou la 3e fois, ne fait pas de la discipline. Alors, vous n'avez pas forcément licencié immédiatement, ce n'est pas mon propos, hein, mais si vous ne faites pas, si vous ne démontrez pas que de façon, par le passé, avant que survienne le contrôle ou l'accident, vous avez eu une politique effective de contrôle du port des EPI, si par malheur cette EPI n'est pas portée le jour où il y a un contrôle ou un accident, c'est foutu pour vous. Si vous avez fait de la discipline, si vous avez rappelé par une note, si vous en avez discuté en CHSCT, on pourra vous défendre. J'aimerais juste revenir sur l'exposition. Je voudrais avoir votre avis. Depuis le 1er février 2012, il n'y a plus de déclaration sur les produits ACD, mais que sur les CMR. Le fait que l'employeur ait continué à inciter ses agents à déclarer depuis 2012 ces déclarations d'utilisation, parce que ce n'est pas des expositions, c'est plutôt d'utilisation des produits ACD et CMR, le mettrait en porte-à-faux sur un éventuel cas de maladie professionnelle développée pour un produit lambda pendant cette période. Alors, je vais être assez pessimiste.
Les magistrats ACD, CMR, ils ne savent pas faire la différence pour l'instant. Les C2RMP eux-mêmes, qui sont des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, ont le plus grand mal. Dans le cas précis sur la reconnaissance de la maladie professionnelle, où la substance en question est dans un tableau de maladie professionnelle, et les conditions du tableau sont remplies, et dans tous les cas, sur un produit chimique, il y a reconnaissance de la maladie professionnelle, que ce soit un ACD, un CMR, qu'on ait continué ou pas à faire des fiches d'exposition ou pas, ou ça ne l'est pas, et là, devant les C2RMP, mais encore faut-il y aller, j'ai un discours très ambigu. Le rôle traditionnel de l'avocat, c'est de défendre ses clients devant les tribunaux. Si vous arrivez devant les tribunaux, faites au moins l'économie de l'avocat, parce que si vous n'avez pas fait tous les préalables, ça sert plus. De toute façon, vous serez condamné, donc l'avocat plaidera, parlera un moment, mais il n'y changera rien. Et donc, ça veut dire que sur un cas comme celui-là, c'est en vérifiant que les conditions du tableau sont effectivement remplies, c'est en allant devant le C2RMP que vous arriverez éventuellement à dégager votre responsabilité. Donc, vous pouvez nous plutôt être incité à continuer dans cette démarche. Oui. Oui. Merci pour votre attention.